Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est formidable de voir autant de monde qui soit intéressé par le sport santé, par la prévention, par la réadaptation cardiaque. Je pense que vous êtes d'accord avec nous, hein. On a avec nous 3 orateurs, Kamel Abdenbi, Dany Marcadet et Jean-Pierre. Excuse-moi, Jean-Pierre. Il n'y a pas de quoi, madame Allonge-toi. Sonia. Jean-Pierre. Voilà, on va faire un topo sur la mémoire. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, l'idée, c'est quand même de parler d'addiction, c'est ça, je crois? C'est ça, addiction et réadaptation. Alors, on va peut-être pas vous parler de drogue dure, et encore que, c'est quand même des drogues assez dures, hein. En tout cas, voilà, les 3 drogues dont on va parler, c'est le tabac, bon, ça c'est assez classique, le travail, c'est quand même pas mal, hein, le travail. Et puis le 3e, c'est le fauteuil, et ça, c'est vraiment très très fort. Voilà. On a un peu de retard, mais ça n'empêche pas qu'on espère que vous allez pouvoir poser des questions. Bruno, à toi, peut-être. Donc on va commencer par le tabac, donc avec Kamel Abdenbi qui est à notre droite, à votre gauche. Et donc on lance, c'est nous qui lançons. Donc tu as 5 minutes. Il reste 3 minutes. Ok, c'est parti. Tu l'as là-bas. Merci d'abord de cette invitation. Et au départ, j'avais préparé un topo d'une quinzaine de minutes pour parler de tabac et réadaptation cardiaque. Et ensuite, on m'a dit qu'il fallait surtout l'orienter sur, bien sûr, l'addiction. Le tabac est addictif, vous le savez tous. Alors, comment je fais pour mes diapos? Ça, c'est mes conflits d'intérêts. Je n'en ai pas pour cette présentation. C'est bon, je crois que ça passe. Voilà, je voulais juste vous montrer quelqu'un que vous connaissez qui est dans la salle. C'est celui-ci. Je ne sais pas si on le voit. Dany Marcadet, à ma droite. Donc Dany, il y a quelques temps, faisait la promotion du tabac. More doctors smoke camels than any other cigarettes. C'était dans les années 40, 50, bien entendu. Et en fait, tout ça pour vous dire que le tabac, l'industrie du tabac a beaucoup utilisé les médecins pour essayer de faire la promotion du tabac et de dire que c'est un luxe de ne pas fumer et que clairement, il faut se mettre au tabac et surtout au camel. Vous comprenez bien pourquoi. Et donc, à cette période-là, juste pour rentrer dans le vif du sujet et parler un peu de l'addiction, l'industrie du tabac savait qu'on donnait la nicotine aux fumeurs. That's the reason why you have to keep it. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Ils savaient, mais ils ne l'ont jamais dit. C'était addictif, il fallait donner la nicotine, et c'est comme ça qu'on devenait drogué à la nicotine. Alors, est-ce qu'elles avancent, les diapos ? Les temps ont changé, bien entendu, et donc aujourd'hui, vous savez que le tabagisme est le killer numéro 1 parmi les killers les plus importants au monde. Comment on fait pour revenir? Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez que le tabac est parmi le trio de tête des tueurs pour maladies cardiovasculaires dans le monde. Ça, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc le risque lié au tabac, vous le savez, en cardiologie, en pneumologie, dans toutes les différentes spécialités. Là n'est pas le propos, mais je voudrais surtout m'attarder sur le fait que pour les cardiologues, le tabagisme est un facteur de risque majeur et qu'il n'y a pas de petits fumeurs, tout simplement parce que ça entraîne des phénomènes d'athérothrombose assez facilement. Et donc, si on regarde les études, une étude que j'ai envie de vous montrer ici, qui est une étude du nord de l'Europe, qui montre très clairement qu'il n'y a pas de petits fumeurs et que si on fume une cigarette, eh bien, on peut avoir le vasospasme qui peut entraîner les problèmes dont on a parlé, à savoir les problèmes cardiovasculaires. Alors sur le plan de l'addiction pure, on sait que le tabac entraîne une addiction très vite. Les gamins, dès l'âge de 12-13 ans, lorsqu'ils s'initient au tabac, vont développer des récepteurs nicotiniques et vont très progressivement acheter leur paquet et devenir nicotine addict pour le restant de leur vie. Le risque cardiovasculaire est majeur. Vous le savez, lorsqu'on a tabac, un peu de cholestérol et une hypertension, le risque cardiovasculaire est déjà multiplié par 20. Et par ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'avance pas les diapos. Le temps, par contre, défile. Le temps défile, mais je n'arrive pas. Ça ne marche pas, votre truc, excusez-moi. Oui. Bon, ben, je vais terminer en a cappella. Là. Si, ça marche. Non, ça ne marchait pas, j'appuyais. Ou alors je change. Tu peux me passer la diapo, peut-être ça marche pas. Voilà, reviens sur avant. Si, ah, c'est bon. C'est bon, bien, c'était juste pour vous dire que dans la fumée du tabac, il y a plus de 4000 composés, mais que les composés essentiels, c'est la nicotine et le monoxyde de carbone qui nous intéressent.
Et la nicotine, c'est celle-là qui rend addict. Très progressivement, dès l'âge de 12-15 ans, les gamins vont avoir leur propre récepteur à la nicotine et très progressivement, ils vont demander de la nicotine pour assouvir justement ces récepteurs à la nicotine. Donc c'est surtout la nicotine qui est psychoactive et bien entendu, puisqu'on est en congrès de cardiologie et qu'on parle de cardiologie, la nicotine va entraîner une série de réactions dont je ne vais pas, d'actions et de réactions dont je ne vais pas parler ici, pour montrer que le coronarien qui continue à fumer va précipiter les complications cardiovasculaires et le monoxyde de carbone va réduire le risque, va réduire le transport d'oxygène naturellement. Les effets cardiovasculaires, très rapidement, il y a de la nicotine. La nicotine inhalée va augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle, dysfonction endothéliale, tous les facteurs rhéologiques que vous connaissez. Malheureusement, même si on sait tous ce que je viens de dire, mais il y a une grande inertie thérapeutique, ça c'est EuroAspire 5, qui montre que finalement, ça ne bouge pas, on reste vraiment au même niveau que tout début d'EuroAspire, c'est-à-dire très peu proactif pour arrêter de fumer. Les bénéfices de l'arrêt sont connus, tout le monde sait que dès qu'on arrête de fumer, on réduit rapidement le risque cardiovasculaire et par exemple, le monoxyde de carbone disparaît en 24-48 heures, la nicotine est également réduite très vite. Ce qui est le plus important quand on s'adresse à un fumeur, c'est de lui parler des bénéfices à justement ne pas fumer, puisque dès qu'on arrête le tabac, on va faire disparaître, comme je le disais, les effets vasoactifs, mais également tous les effets qu'il y a par le biais de monoxyde de carbone sur l'oxygénation tissulaire, etc. Le risque d'infarctus diminue de 50% la première année et disparaît complètement à 5 ans. Donc au bout de 5 ans, on peut raisonnablement dire que vous n'avez plus le risque lié au tabac, en tout cas en cardiologie, pas en pneumologie, comme vous le savez. Alors, chose importante, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les dernières recommandations, ESC 2021, on a introduit un nouvel élément pour celui qui arrête de fumer. Quand vous arrêtez de fumer, vous allez avoir votre risque cardiovasculaire qui va baisser, mais surtout, vous allez avoir, chez les gens qui sont healthy person, comme on dit, donc apparemment en bonne santé, le bénéfice cardiovasculaire est estimé en années de vie gagnée quelque part. C'était une donnée qui était intéressante de rappeler aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout auparavant. Alors, il faut parler de tabac dans toutes les circonstances, quand tu fais une échographie, quand tu fais un Doppler. Le fait de parler de tabac va induire chez le fumeur, surtout lorsqu'il est coronarien, peut penser donc très rapidement à arrêter de fumer. Et le brief advice, comme on l'appelle maintenant, vous voyez le NNT, le nombre de sujets à qui on doit donner ce conseil avant d'obtenir un arrêt, n'est que de 40. Donc c'est très coût-bénéfique. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent de parler à nos patients et de leur dire qu'il faut absolument arrêter de fumer. Alors, quel traitement choisir, puisqu'il faut aussi qu'on parle de traitement. Aujourd'hui, celui qui est vraiment au haut de l'estrade, c'est la varenicline, le Champix pour ne pas le nommer, même si les recommandations françaises, qui sont assez vieilles, 2014, restent très à l'arrière, puisqu'elles mettent en avant d'abord les substituts nicotiniques, ensuite seulement le Champix. Et on a dit beaucoup de choses sur le Champix qui ne sont pas du tout vérifiées. Le Champix est tout à fait safe, on peut le donner pour des patients en psychiatrie, pour des patients dépressifs, et a fortiori pour des patients cardiovasculaires. Comment ça agit? Très facilement, il y a des récepteurs alpha-4 bêta-2 qu'on développe lorsqu'on devient addict à la nicotine, et la varenicline va agir comme agoniste, antagoniste sur ces récepteurs, et elle va venir justement donner l'impression au fumeur que précisément il y a comme une sécrétion de dopamine, donc le plaisir de fumer qu'il avait habituellement semblerait être là lorsqu'on a cette substance qui est fixée au récepteur alpha-4 bêta-2. Donc c'est la meilleure preuve que la nicotine est vasoactive et que la varenicline va agir sur les récepteurs et promouvoir un arrêt du tabac chez le fumeur. Aujourd'hui, les traitements ont changé, ça vaut le coup aussi d'en parler, puisque l'actualité a beaucoup bougé ces dernières années. La preuve a été faite par ces grandes études que je vous montre rapidement. L'odd ratio est de 6 dans les maladies cardiovasculaires, ici les coronariens. Mais ce qui est très important, c'est de noter aujourd'hui que les substituts nicotiniques n'entraînent pas autant de sevrage que lorsqu'on est avec des patients qui prennent de la varenicline. En France, on reste un peu à l'arrière, et c'est ce que je vous disais, en mai 2020, l'American Thoracic Surgery avait sorti ses recommandations qu'on doit tous mettre à l'avant aujourd'hui, peut-être dans les prochaines recommandations de notre groupe de réadaptation cardiaque aussi, pour faire la part belle à ce qui est sérieux aujourd'hui. Initier un traitement, c'est d'abord et avant tout par la varenicline et non pas un patch par la nicotine. Vous avez face à vous
le risque relatif de 1,40 et ça a été largement prouvé. Ensuite, bien sûr, il faut introduire la varinicline, ça ne suffit pas, il faut rajouter d'autres substituts nicotiniques, quel que soit le substitut, ça peut être un patch, ça peut être une gomme, ça peut être un inhaleur. L'essentiel, c'est d'avoir chez ce patient nicotine dépendant une dose suffisante de nicotine pour qu'il ne cherche pas à prendre sa cigarette. Un mot et un seul sur les cigarettes électroniques, ce n'est pas le sujet du jour, pour dire que certaines cigarettes comportent ou sont composées de petites capsules qui contiennent la nicotine, d'autres pas. Donc à nos fumeurs, en général, lorsqu'ils sont nicotine dépendants et qu'ils ont déjà le patch, et qu'ils ont par ailleurs un réflexe de fume assez présent pour la gestuelle, moi je n'hésite pas une seconde à leur donner des cigarettes électroniques, mais à 0 mg de nicotine. Ça aide beaucoup à contenir leur pulsion et ne pas fumer. Donc très clairement, pour ce qui est du sujet du jour, la nicotine, addiction, oui ou non, depuis le début, l'industrie du tabac le savait, elle a utilisé très largement les médecins, les médias et tout le monde pour pouvoir lancer justement ces promotions du tabac comme étant, surtout pour la femme, vous connaissez toutes ces publicités fantastiques de femmes bien élégantes avec une cigarette fine, etc. Tous les moyens étaient bons pour promouvoir le tabac. Et depuis le début, l'industrie du tabac sait que la nicotine est une substance psychoactive qui entraîne de l'addiction très rapidement. Et l'addiction au tabac n'est pas une addiction facile. Elle est assimilée dans les DSMR comme une drogue dure, carrément, au même titre que la cocaïne, l'héroïne et toutes les autres. Et donc, le tabac n'est pas seulement une habitude sociale, mais une vraie dépendance difficile à régler. En tout cas, nous, en réadaptation cardiaque, on a beaucoup de problèmes avec nos patients qui arrivent après un accident coronaire. Pour les sevrer définitivement, on utilise les substituts parce que la Haute Autorité de Santé nous a initié à cela. Mais aujourd'hui, dans mon service, on n'hésite pas une seule seconde à mettre le Champix en premier lieu, avec des résultats tout à fait intéressants. Je vous remercie. Merci Kamel, merci. Mais si j'ai bien compris, donc tu mets Champix, patch de trinitrine, cigarette électronique si besoin. Nicotine. Oui, patch de nicotine. On peut mettre la trinitrine aussi. D'accord, ok. Bon, patch, Champix, cigarette électronique. Si c'est de la cigarette électronique avec un peu de nicotine dedans, ça ne te pose pas de problème d'avoir le Champix? Absolument pas. C'est deux moyens totalement différents. L'un, et comme je l'ai dit, va être antagoniste sur les récepteurs alpha-4 bêta-2 et la nicotine qui est apportée lors de l'utilisation de sa gestuelle va venir bien sûr rajouter un peu plus de nicotine dans le sang, mais permettre aux patients d'être dans une première démarche d'arrêt du tabac. Juste un mot et un seul pour dire que la cigarette électronique, je l'utilise uniquement comme un pis-aller avant un arrêt total et définitif. On ne va pas encourager les gens à continuer leur cigarette électronique. C'est juste pour passer un cap pour les irrésistibles fumeurs qui ne veulent rien entendre. D'accord. Oui. Comment est-ce que vous faites là en ce moment avec les patients qui ne peuvent pas se voir délivrer le Champix? Moi, j'ai plusieurs patients en détresse là, que j'ai mis sous Champix et qui ont une interruption de traitement pour de délivrance. Une intolérance au Champix? Non. Une interruption. Ah oui, pas oui, je dois quand même confirmer une chose qui est très importante. En ce moment, depuis presque 2-3 mois, tous les lots de Champix ont été rappelés, non pas parce que le Champix ou la varinicline est dangereuse, mais parce que dans l'excipient, il y avait des impuretés. Et donc, ils sont en train de remettre petit à petit le Champix dans le circuit. Et ce n'est pas du tout un problème lié à la varinicline, mais lié aux impuretés. C'est important de le préciser. Donc si pendant la période où il n'y a pas de Champix, il doit avoir un soutien, bien entendu, là, je multiplierai les substituts nicotiniques sous toutes les formes possibles. Patch, comprimé à sucer, inhaleur, voire cigarette électronique, comme on l'a dit. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Vous avez l'habitude, beaucoup de gens mettent du Champix, là, beaucoup de gens l'utilisent, le prescrivent? Non? Qui est-ce qui prescrit du Champix en ce moment? 2 personnes dans la salle, 3. Qu'est-ce que tu dis? Alors, je dis simplement qu'en France, on est en retard d'un siècle sur les recommandations. La Haute Autorité de Santé, 2014, jugez-en, on est en 2021. Les Américains, depuis mars ou mai 2020, ont complètement changé de braquet. Ils ont mis ça en première ligne parce qu'il y a des études evidence-based qui montrent qu'il n'y a pas de problème avec le Champix. L'industrie du tabac, encore elle,
a beaucoup attaqué le Champix à travers les réseaux sociaux pour dire que ça entraînait des suicides, des dépressions, que sais-je. Tout ça, une seule étude Eagles, comme les aigles au pluriel, Eagles a montré très largement qu'il n'y avait aucun problème avec le Champix dans une population comme celle de psychiatrie. Donc il faut l'utiliser vraiment, c'est un excellent médicament. Il y a ses effets secondaires, nausées, parfois un peu d'insomnie, mais en réduisant la dose, on arrive à régler le problème sans problème. C'est vrai que c'est une prescription médicale, ça reste une prescription médicale, mais vos médecins, ceux qui vous entourent, les tabacologues, je pense qu'ils le font assez largement, sauf s'ils veulent respecter les recommandations de la HAS, je vais dire une bêtise, de 2014, qui sont très largement en retard, et il faut qu'on soit au goût du jour. On peut voir aussi et questionner la salle, combien de patchs de nicotine, combien de nicotine ou de gomme à la nicotine vous prescrivez. Qui est-ce qui en prescrit? Qui est-ce qui en donne? Pas beaucoup non plus. Hein. Ah si, quand même. Ah, les bras se lèvent. Bon, quand même, un peu. Alors, Sonia, tu me donnes l'occasion juste de rappeler une étude qui a été faite par Victor Aboyance de Limoges, que vous connaissez tous, qui est cardiologue. Très belle étude sur la communauté cardiologique française. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Est-ce que vous parlez de tabac à vos patients? Oui, 95% des cas. Est-ce que vous parlez de tabagisme passif? 45% disent oui. Est-ce que vous donnez des conseils? À peu près 80% disent... 60 à 80% disent oui, vous devriez arrêter de fumer. Combien donne un traitement? 5%. 5%. Donc on est très en retard, on n'est pas proactif, on est dans ce que j'ai appelé l'inertie thérapeutique face au tabac. Dieu seul sait que quand on arrête de fumer, on réduit le risque de manière spectaculaire, sans doute beaucoup plus spectaculaire qu'avec une statine, un traitement du diabète ou une baisse de la pression artérielle. Quand on fume, le risque cardiovasculaire est équivalent à quelqu'un qui est à 180 mm de mercure. Ça, c'est Framingham qui le dit. Quand vous voyez quelqu'un fumer, c'est comme si, pendant sa consultation, il avait 18 de tension. Est-ce que vous le laissez partir à 18 de tension? Non, vous allez traiter. Et pourtant, pour le tabac, personne ne le fait. Très bien, merci. Donc, on va passer donc au sujet suivant. Donc, c'est Dany Marcadet qui va nous parler du fauteuil. Alors, je vais vous parler du fauteuil, mais je vais prendre mon temps parce que j'avais prévu un topo d'une demi-heure. Je vais essayer d'accélérer. Pour l'addiction au fauteuil, je remercie Martine Duclos qui m'a beaucoup aidé dans ce papier. Elle a beaucoup travaillé justement sur la sédentarité et l'inactivité et je la remercie de m'avoir aidé pour faire préparer ce topo. L'addiction au fauteuil, je pourrais vous résumer tout comme ça. Ça commence comme ça à gauche et ça peut finir comme ça à droite, voire pire. Donc, je vais le démontrer. On sait tous que tous les traitements dans la maladie chronique fonctionnent très très bien. Je ne vais pas revenir dessus, mais pourtant, l'incidence de ces maladies, et pas que sous Covid, augmente de manière vraiment très importante. Et on sait que c'est à cause d'une activité physique insuffisante, une alimentation trop riche en graisse et sucre. L'activité physique, tout le monde le sait maintenant, mais on le répète quand même, elle permet de prévenir ou de traiter la plupart de ces maladies chroniques, et pas que en cardiologie, hein, dans l'hypertension, le surpoids, l'obésité, mais aussi dans la maladie mentale, le retard à l'apparition des démences, l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être, mais aussi en orthopédie, enfin en rhumatologie, pour le traitement des cancers, et on va revenir dessus. Donc c'est l'activité physique est quand même une des solutions. Alors elle peut être pratiquée dans différents contextes. On peut la faire au travail, lors des déplacements, des activités domestiques et de loisirs, par exemple le sport. Mais le sport n'est qu'un composant de l'activité physique. Par exemple, là, moi, j'ai diminué mon risque, ainsi que mes collègues, parce que nous sommes debout et vous êtes assis. C'est bête, hein, mais... Et donc, on verra dans les solutions qui sont proposées que le fait, par exemple, de travailler debout devant un ordinateur est bénéfique par rapport au fait de travailler en position assise. Toutes les formes d'activité physique sont bénéfiques, hein, que ce soit la musculation, la résistance, l'endurance, toutes à une condition. Il faut qu'il y ait une certaine intensité et une durée suffisante et surtout de manière bien régulière. C'est-à-dire si j'en fais que le dimanche, c'est vraiment insuffisant.
L'inactivité physique, c'est une vraie définition, ce sont les gens qui ne font aucune activité physique. Alors, c'est-à-dire que le niveau d'activité physique est inférieur aux recommandations. Je vous rappelle, 30 minutes au moins 5 fois par semaine, ou bien 3 fois 20 minutes à une intensité modérée ou forte, de plus forte intensité. Quand on parle de forte intensité, généralement, c'est à peu près à 80% de ce qu'on peut faire au maximum. Ou une combinaison des deux. Mais pour les adolescents et les enfants, c'est 1 heure par jour. Et on va y revenir tout à l'heure. La sédentarité, c'est le temps que l'on passe en position assise. Combien dure le congrès, là? Donc, c'est le temps passé assis ou allongé en situation d'éveil. Donc, c'est les déplacements dans le métro, c'est les déplacements... donc, dans le métro, il vaut mieux être debout dans la rame plutôt que assis. C'est les temps de voiture. Donc, j'imagine les chauffeurs de taxi qui sont une grande proportion dans nos SSR. On voit énormément de chauffeurs de taxi. Je pense qu'il y a une partie qui est liée à leur métier. Les temps d'écran... que ce soit les écrans au travail, je ne veux pas manger ton boulot, mais que ce soit les écrans au travail, mais les écrans à la maison, c'est-à-dire la télévision et les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, même s'il y a eu de belles inventions chez Nintendo avec la Wii, où il fallait bouger en même temps, malheureusement, la plupart du temps, les gamins sont allongés au truc à jouer avec leur smartphone. La sédentarité n'est donc pas définie par le manque d'activité physique, mais elle est définie par le temps passé assis, éveillé, assis ou allongé. Il y a une relation vraiment de dose à effet entre le temps de sédentarité et la mortalité. C'est très net. Et le risque augmente dès 3 heures par jour assis. Donc vous imaginez le nombre de métiers où on est à bien plus que 3 heures. Et ce risque devient très important, je vais revenir sur les chiffres, lorsqu'on dépasse 7 heures par jour. Il y a énormément de gens qui travaillent assis 8 heures par jour. Et on va voir que pour compenser ça, même 3 heures par semaine de course à pied n'est pas suffisant. Donc, ça entraîne la sédentarité elle-même, en dehors de l'inactivité, entraîne une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et des morbidités. Pareil pour les cancers, avec une dose relation-effet pour le cancer. Et cette sédentarité joue aussi sur les troubles métaboliques comme le diabète, où on a 2 fois plus de chances de développer un diabète de type 2 lorsqu'on est sédentaire. On risque, pareil, le double d'avoir un événement cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire et certains cancers, notamment du côlon et de l'endomètre. Et les associations persistent même après ajustement au niveau d'activité physique. L'inactivité physique va augmenter les risques liés à la sédentarité. C'est la première cause de mortalité, toute cause dans tous les pays, la plupart des pays développés, et elle est responsable de 5 millions de décès par an dans le monde, et 10% des décès en Europe sont liés à l'inactivité physique. Donc, alors pourquoi faire de l'activité physique? On a vu, c'est vraiment le remède, c'est un très très bon médicament. On peut diminuer la mortalité de 30%. Il n'y a pas de seuil minimal d'activité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien du tout, s'il se met à marcher 15 minutes par jour, il diminue de 14% son risque de mortalité. Ça joue très vite, voilà, et pour peu de choses. Donc ça vaut vraiment le coup de proposer aux patients de bouger, ne serait-ce que de marcher 15 minutes par jour. Et ça, qu'il y ait une maladie sous-jacente ou non, c'est pas lié au fait qu'il y ait... C'est pour ça qu'on retrouve les études de Myers qui montraient que la capacité au test d'effort était prédictive de mortalité, quelle que soit la maladie sous-jacente. Et il n'y a pas de différence non plus liée au genre. Donc, on sait que les maladies cardiovasculaires est la première cause de mortalité chez les femmes et la deuxième cause chez les hommes. Et la pratique d'une activité physique régulière, à type de marche à un bon rythme, indépendamment du tabac ou de la nutrition, ça permet de diminuer de 31% quand même les maladies cardiovasculaires. Donc, il faut le faire. Alors, pour les cancers, on va retrouver exactement la même chose, que ce soit 20 à 25% des cancers du sein, du côlon, de l'endomètre,
indépendamment de tous les autres facteurs de risque, permet de diminuer significativement, là aussi, lorsqu'on pratique de manière régulière une activité physique, d'environ 40% ces cancers-là. Et on sait aussi que lorsqu'on a le cancer a été diagnostiqué, eh ben, ça va diminuer fortement aussi les récidives, ça va diminuer, ça va augmenter la qualité de vie au moment des chimiothérapies. Alors, on sait que la plupart des patients sont crevés au moment de la chimiothérapie, mais ce n'est pas la même fatigue que lorsqu'on les met sur le vélo. Donc, on en a fait plusieurs comme ça, et c'est extraordinaire de voir que sur le vélo, en fait, ils arrivent à le faire alors qu'ils sont crevés. Et ça permet d'aider à supporter les chimiothérapies, et ça diminue, là encore, le risque de complications des chimiothérapies elles-mêmes. Donc, il y a un véritable rôle bénéfique de l'activité physique sur la fatigue, sur la qualité de vie. Et ça a été démontré largement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de programmes actuellement qui sont en train de se monter en France à travers les articles 51 sur une pratique d'activité physique dans les maladies chroniques, globalement. On peut diminuer de 50% la survenue d'un diabète, voilà, chez les sujets prédiabétiques, et de 30% la survenue de ce diabète dans la population générale. Chez l'enfant, la pratique d'une activité physique très tôt permet d'avoir à peu près 10% du capital osseux en plus, ce qui va diminuer de manière très importante les fractures ostéoporotiques, et ça pour toute la vie. C'est-à-dire que le capital osseux qu'on acquiert au moment de l'enfance, on va le garder tout le temps. D'où l'importance de favoriser cette activité physique chez les enfants. Chez les personnes âgées, pareil, la pratique d'une activité physique va diminuer la survenue des démences et la perte d'autonomie d'environ de 7 à 10 ans, donc ça vaut le coup aussi. Alors, on a vu, donc, il y a l'activité physique, la sédentarité, et ce qui fait qu'en couplant les deux, on peut déterminer 4 profils, et donc du moins grave au plus grave, c'est l'actif qui est non sédentaire, d'ailleurs il n'est pas sédentaire et il pratique un sport par exemple en plus. L'actif qui est sédentaire, c'est globalement une grande partie de la population qui court le dimanche. Les inactifs non sédentaires, c'est-à-dire non seulement ils ne courent pas en semaine, ils sont sédentaires et le dimanche ils regardent la télé. Et enfin ça c'est l'inactif sédentaire, c'est le pire, voilà. Parce que généralement quand on est assis devant la télé, en plus on boit des bières et on mange des sucres sucrés. Voilà. Donc, il faut arriver, lorsqu'on voit les patients, pour essayer de le classer dans ces 4 profils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il me reste que 3 minutes. À peine. Je vais essayer de les faire à toute blinde. Le niveau d'activité physique, donc, je vais passer celle-là. Voilà. Juste pour vous montrer quelques chiffres. 5 heures devant la télévision par jour, on augmente le risque de mortalité de 90%. Et 75 minutes d'activité physique par semaine ne suffit pas à compenser les 5 heures. Donc, en gros, c'est surtout ne pas rester assis, et c'est la première des choses à faire. Lorsqu'on prend les salariés du tertiaire, 77% passent le temps assis, ou 18% seulement debout, et 5% à faire des petits déplacements dans leur entreprise pour aller chercher le courrier, par exemple, ou faire une photocopieuse. D'où l'idée de mettre la photocopieuse le plus loin possible. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le temps total passé assis ou allongé? L'idée, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il va falloir fractionner ce temps-là par des activités. Et par exemple, si on remplace 1 heure de sédentarité par 1 heure d'activité physique modérée à intense, on diminue déjà de 58% la mortalité. 1 heure d'activité physique légère pareil, en remplaçant 1 heure de sédentarité par 1 heure d'activité physique légère, on diminue de 24% à 20% chez les sujets de 50 à 71 ans. Donc, essayez de mettre des salles de sport, par exemple, dans certaines entreprises, ce qui a déjà commencé à être fait. Se lever toutes les heures pour marcher 5 à 10 minutes, voilà, ou bien 1 minute simplement, se lever toutes les heures et 1 minute de se déplacer, voilà. Et donc, moi, je conseille aux patients de mettre une alarme sur leur téléphone toutes les heures pour se lever et bouger. Ou 5 à 10 minutes toutes les 90 minutes. Ça, bien sûr, les recos restent toujours de faire 150 minutes par semaine. Pareil pour le diabète, je vais passer sur le diabétique.
Et en fait, pour arriver là, il y a eu une enquête qui a été faite en France et qui montre qu'en France, on est vraiment dramatiquement atteint par l'inactivité, puisque 45% des hommes et 55% des femmes sont inactifs. Et lorsqu'on mesure avec accéléromètre la chose, on s'aperçoit que c'est 70% des adultes qui sont inactifs. Pour les enfants, les chiffres sont encore plus préoccupants parce que 75% des enfants de 3 à 17 ans sont inactifs. Et 90% si on utilise les accéléromètres. Donc c'est énorme. Hop, je vais passer là-dessus. Donc c'est les enfants qui sont le plus impactés et ça c'est, voilà, dans les 10-15 ans qui vont arriver, on va voir tous ces gens-là arriver avec certes champions des jeux vidéo et les pouces très musclés, mais ça va nous poser des problèmes sur le plan de santé publique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, se lever plus souvent, utiliser des bureaux actifs, vélo intégré au bureau, travailler debout, travailler assis sur un ballon de gym, aménager des zones piétonnes pour empêcher les enfants de rentrer tout de suite à l'école, mais qu'ils soient obligés de marcher au moins 100 mètres avant de rentrer dans l'école, modifier le matériel de bureau professionnel, repenser l'accès au sport pour tous, qui a du mal à démarrer en France. Et donc, en conclusion finale, attention, le fauteuil tue. Vous avez de la biblio derrière, je ne sais pas s'ils ont accès au truc après. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dany. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on passe? Non, on passe directement à la suivante. Oui, j'ai un peu débordé. Au moins qu'il y ait vraiment une question qui soit urgente, non? Ça te fera du bien. Sinon, on passe au topo suivant qui est Jean-Pierre Houp. Jean-Pierre a beaucoup travaillé sur le stress. Et là, ce n'est pas le stress au travail, c'est vraiment addiction au travail. Tout à fait. Voilà, c'est ça dont tu vas nous parler. Oui. Bruno, tu veux bien me lancer mon... Jean-Pierre, c'est celle du bas. Alors. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est parce que Bruno me lance. Voilà. Je vais pas... Ouais. L'addiction. Alors, je remercie les organisateurs, et en particulier Bruno, pour avoir posé ce sujet, parce que je pense que c'est la première fois que c'est traité dans un congrès de cardio. Donc, je n'ai pas du tout de conflit d'intérêt sur cette question. J'aimerais bien avoir une belle Aston Martin, mais je ne l'ai pas. Alors, cette question de l'addiction au travail, ça a déjà été évoqué il y a 100 ans. Sandor Ferenczi, qui était un collègue de je vois ce qui vous fait rire. Sandor Ferenczi, qui était un collègue de Freud, avec qui il s'est disputé, Freud s'est disputé avec beaucoup de gens, avait déjà évoqué ça. Ce n'est pas les gens qui ont du mal en se disant « je vais aller bosser lundi », c'est ils sont culpabilisés de ne pas avoir travaillé le dimanche. Donc il y a beaucoup de termes, bourreau de travail, drogué de boulot, ergomanie, ça c'est au Canada. En fait, le terme qui est passé dans la communauté scientifique, c'est workaholic. Alors ce terme, déjà, il est un peu ambigu parce que vous voyez, workaholic, ça fait tout de suite alcoolique. Donc on est vraiment quelque chose qui est un peu difficile. Ça a été dit pour la première fois en 1971 par un psychologue qui était atteint de ce problème, Wayne Oates, qui a écrit un livre sur les confessions d'un workaholic, qui était donc lui-même. Alors il y a deux problèmes, même trois problèmes majeurs quand on s'attaque à cette question. Le premier, c'est que quand vous cherchez dans la classification internationale des maladies, Simons ou DSM-5, qui est donc cette classification des maladies psychiatriques aux États-Unis, vous ne trouvez pas d'addiction au travail. Vous allez trouver des addictions aux jeux vidéo, des troubles liés aux jeux d'argent, mais workaholisme ou addiction au travail dans ces classifications, ça n'existe pas. Donc ça, c'est déjà un premier problème. La deuxième question, qui est encore plus embêtante, c'est que si vous tapez addiction au travail ou workaholisme et cardiologie sur n'importe quel moteur de recherche scientifique, vous ne trouverez rien. Mais quand je dis rien, j'ai cherché, hein, rien. Donc ça pose un problème. Troisième problème, c'est le paradoxe du travail. On peut choisir de ne pas fumer, on peut choisir de ne pas se shooter à la cocaïne, à moins que vous soyez un rentier très riche, c'est très difficile de ne pas travailler. Donc le travail, c'est une figure imposée, c'est indispensable pour assurer, moi, mes propres revenus. Vous n'allez pas choisir les modalités managériales, vous ne choisissez pas votre chef, et puis le travail est très inscrit dans les valeurs de notre société. Donc ça pose déjà quelques problèmes. Alors on a également des problèmes quant à la définition. La définition, c'est bidimensionnel, c'est-à-dire je travaille beaucoup et de façon très intense, plus de 50 à 55 heures par semaine, et puis je suis obsédé par mon job. Je ne pense qu'à ça. On a, Spence et Robbins ont ajouté une troisième dimension, c'est-à-dire le comportement, donc travail excessif, cognitif, obsession. Et troisième, est-ce que ça me fait plaisir ou pas plaisir?
Donc on est déjà dans une chose un peu plus complexe. Les workaholics ont toute cette caractéristique d'être très impliqués, donc ils travaillent beaucoup et ils sont compulsifs. Ça, c'est net et précis. Et il y en a qui sont à satisfaction élevée, ça leur fait très plaisir de travailler, et d'autres qui sont à satisfaction faible. Alors quand on fait la littérature, on dit, voilà, Spence et Robbins, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, vous disent les vrais workaholics, ce sont ceux qui ne sont plus enthousiastes. Ça commence vraiment à les embêter de travailler autant. Pour d'autres, et on peut les comprendre, le critère satisfaction n'a pas d'importance. Alors, est-ce que c'est une pathologie addictive? Alors, la majorité des chercheurs vont vous dire oui. Xavier qui nous dit le workaholisme, c'est une vraie addiction. Il y a une minorité de chercheurs sur le sujet qui nous dit dans le modèle de stress au travail effort récompense, qui est un modèle de stress, ils en tirent un petit bénéfice. Donc, c'est tout de même pas tout à fait une addiction. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus extrêmes, comme Christophe Dejour, qui est un psychiatre, qui lui dit non, ce n'est pas une addiction, parce qu'en fait, c'est simplement le reflet de la société, et la société demande tellement de boulot que ceux qui ne seront pas addicts au travail, c'est ceux qui vont perdre leur boulot. Mais quand on fait la classification de l'addiction, quand on recherche les critères de l'addiction et qu'on l'applique au workaholisme, ben ça coche toujours oui. C'est un désir puissant ou compulsif, difficulté à contrôler l'utilisation, syndrome de sevrage, je ne suis pas bien quand je ne travaille pas, tolérance aux effets, il en faut de plus en plus, abandon progressif d'autres sources d'intérêt, et puis je sais que ce n'est pas bon, mais je continue. Alors, vous voyez, c'est une question complexe, ce qui ne veut pas dire compliqué, mais c'est une question complexe, donc à une question complexe, on ne peut pas donner une réponse qui soit tout à fait simple et binaire, parce qu'elle va être fausse. Donc, le comportement addictif, c'est toujours, que ce soit pour le tabac, le fauteuil, l'alcool, voilà, c'est toujours la rencontre d'un individu, d'un produit et d'un environnement. Et donc, on va avoir des facteurs de risque d'addiction au travail qui vont être des facteurs individuels, le sujet en lui-même. Le plus important, c'est la faible estime de soi. Mais il y en a d'autres, l'hyperactivité, ce qu'on appelle le type A, les gens qui sont toujours actifs, la nature impatiente, le métier vécu comme une vocation. Il y a des facteurs professionnels, dans quelle boîte vous travaillez. Est-ce qu'il y a toujours une culture de l'urgence? Par exemple, un architecte qui doit rendre son boulot avec beaucoup de performance, l'hyperconnexion, enfin, il y a beaucoup de critères. Et puis, il y a des facteurs personnels qui sont dans quelle période de vie vous êtes, et parfois on est plus fragile. Alors, on a une approche maintenant intégrative de cette addiction, avec des caractéristiques qui vont être organisationnelles, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en surcharge ou pas de surcharge? Quelle est votre caractéristique personnelle? Est-ce que vous êtes un perfectionniste? Est-ce que dans votre famille, on vous a toujours dit qu'il fallait beaucoup travailler? Puis il y a des transactions individuelles. Est-ce que le job, le boulot, c'est un défi ou une menace pour vous? Est-ce que quand il va falloir vous adapter, vous allez plutôt vous concentrer sur la solution à trouver ou votre propre émotion? Est-ce que comme moyen de défense, vous utilisez l'humour ou le déni? Et tout ça va amener à des issues qui seront ou non favorables de cette addiction très particulière. Vous voyez que c'est une question complexe, donc l'épidémiologie c'est très variable. Vous faites les publications, vous trouvez entre 5, 7 et 40% de workaholics dans la population. Donc voilà, c'est très imprécis. On aurait tendance à considérer que ce sont surtout les professions libérales, les médecins, les dentistes, les avocats qui vont être comme ça. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Et en plus, c'est une pathologie sous-évaluée parce que personne ne viendra vous voir en consultation en disant « je suis addict au travail ». Ça n'existe pas. Et donc, on a tout de même quelques réponses épidémiologiques en France, une enquête de 2014 qui nous dit, grosso modo, 3 millions de Français, 12,5% des actifs en France, avec des choses étonnantes, des ouvriers, des agriculteurs, des artisans, donc pas obligatoirement des professions libérales. Et puis on a une autre enquête inquiétante en 2017 sur les internes en médecine qui vous montre que 43% sont workaholiques. Workaholiques enthousiastes, mais il y a une très grande souffrance. Moi, je me suis occupé pendant un certain temps de prévention du stress dans les milieux hospitaliers, dans les CHU. Je peux vous dire que ça souffre beaucoup et il y en a beaucoup qui sont workaholiques. Diagnostic difficile, encore une fois, parce que c'est peu connu, on a un culte de la performance, les conséquences sont minimisées, il y a un déni fréquent. C'est très difficile de faire le diagnostic différentiel avec un travailleur acharné. Ici, il y en a certainement, et je suis autour de cette table, il y a certainement beaucoup de travailleurs acharnés, j'espère qu'il n'y a pas de workaholiques. Et puis, attention à la bipolarité. Le fait de travailler énormément peut être le révélateur d'une bipolarité. Alors, il y a des aides au diagnostic, on n'a pas le temps d'insister, avec des tests qui sont maintenant
parfaitement bien validés. L'évolution, ça peut être favorable, la personne va travailler moins, ou ça peut être des issues défavorables avec un workaholisme non enthousiaste, détresse psychologique, épuisement, burn-out, addiction à d'autres substances, troubles anxio-dépressifs. Et les conséquences vont être à la fois professionnelles, voilà, présentéisme, moins de travail moins performant, extra-professionnel, grosse souffrance de la famille, et puis en santé, le stress, l'anxiété, troubles du sommeil, dépression, burn-out, plaintes somatiques. Donc on arrive à cette question qui m'a été posée, workaholisme, cardiologie, aucune publication. Mais il y a des choses qu'on sait. Le workaholisme entraîne du stress, de l'anxiété, de la dépression, du burn-out. La définition, c'est travail prolongé, et on a un trouble du lien social. Et donc, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On sait que si vous travaillez beaucoup, 3 heures à 4 heures de travail en plus par jour, c'est un risque de maladie coronaire augmenté de 1,60, donc 60%. Dans cette publication, ça augmente à la fois le risque d'accident coronarien, mais également d'accident vasculaire cérébral. Ça a été confirmé par cette étude qui est sortie en 2021. Si en plus vous dormez peu, donc beaucoup de travail, peu de sommeil, le risque peut être multiplié par plus de 3. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le karoshi, c'est-à-dire la mort par épuisement de surcharge de travail, ou le karoshisatsu, c'est le suicide par surcharge de travail. Et donc, le karoshi, c'est 24 heures de travail non-stop, ou 1 semaine à 16 heures par jour. Pour ceux qui ont pris des gardes, on peut parfois frôler ce temps de travail. Ça peut entraîner, le workaholisme peut entraîner un vrai burn-out. C'est 2 choses différentes, mais ça peut entraîner un vrai burn-out. Le burn-out, c'est un vrai facteur de risque d'infarctus. 79% dans cette publication d'augmentation de risque. Ça peut entraîner une dépression. La dépression, c'est à la fois un facteur de risque et un facteur pronostic de la maladie coronaire et de l'insuffisance cardiaque. Il y a une perte du soutien social. Le soutien social, le manque de soutien social, c'est un facteur de risque majeur, à la fois d'insuffisance, un facteur de risque de l'insuffisance coronaire et également un facteur pronostic. Donc comment il va falloir prendre ça en charge? Il faut une prise en charge très précoce, multidisciplinaire, c'est obligatoire, il faut qu'il y ait une équipe, médecin traitant, médecin du travail, psychiatre, psychologue. Objectifs multiples, on va s'occuper des troubles somatiques, des troubles psychiques, il faut éviter la rechute, resocialiser le patient qui a complètement perdu son support social. Arrêt de travail indispensable, c'est comme un burn-out, c'est une urgence. Arrêt de travail indispensable qui peut être très prolongé. Ce n'est pas 15 jours, ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être très prolongé. Consultation d'addictologie, thérapie cognitivo-comportementale qui marche bien, méditation, thérapie familiale, et il y a aussi des groupes comme pour les alcooliques. Il y a des workaholiques anonymes. Bon, ça n'avance plus. Bruno, tu peux me faire avancer? Pourtant, tu n'as pas dépassé ton temps. C'est du bas. Voilà. Ben voilà, c'est fini. C'est fini. T'as aucune commande, Bruno? Ah, j'ai rien fait. D'accord. Ah, si, ok. tu avances là? Ah bah ça avance tout Ouais, seul. ça arrive. Bon, Take home message, voilà, ça doit être celle-là. Voilà, take home. c'est un burn-out Voilà. du truc là. Donc, en message, je voudrais dire, c'est une vraie addiction. Une vraie addiction. C'est peu connu. La preuve, c'est que je pense que c'est la première fois qu'on parle de ça dans un congrès de cardiologie. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. C'est complexe et multifactoriel. C'est intriqué avec les valeurs sociétales. Donc, c'est très difficile dans la société. Le diagnostic est délicat. Les conséquences peuvent être dramatiques. Les effets cardiologiques sont certains, même si on n'a pas de publication directe. Une prise en charge multimodale, multidisciplinaire, arrêt de travail. Reste la question de la prévention de cette souffrance au travail. Et donc, en dernière diapo, j'avais mis surtout, ma conclusion, c'est prenez soin de vous et surtout ne travaillez pas trop. Merci. Merci Jean-Pierre pour ce travail très novateur. Qui est-ce qui a des questions? Oui. Nos collègues qui sont internes, ils ont tous les critères d'une action au travail. Ils peuvent pas faire autrement non plus. Ils ont leur carrière, ils ont leurs horaires, ils ont leur garde. Et ça va mesurer l'impact de ça sur la vie affective des internes, sur la vie familiale.
Oui, alors il y a plusieurs études qui ont été faites. On sait que il y a un taux. Alors le burn-out, c'est quelque chose qui est très important. Donc burn-out avec risque de suicide. On a plus de troubles psychiques, c'est-à-dire plus de stress, plus d'anxiété, plus de dépression. On a plus de pathologies addictives, et en particulier chez les jeunes, nos jeunes internes, nos jeunes collègues qui ont entre 22, 23, 25 ans. Le binge drinking est une des solutions pour essayer d'avoir un exutoire à ça. Il y a une vraie souffrance, il y a des études là-dessus. Il y a plusieurs études. Il y a des études européennes, mais il y a des études françaises aussi. Il n'y a qu'à voir le taux de suicide chez les internes. Il y a vraiment une vraie souffrance, une grande souffrance. Et on est encore là dans cette culture, c'est-à-dire que voilà, on l'a tous été, donc on nous a dit, papa, maman nous a dit, il faut bien travailler, il faut réussir les études. Si on veut être agrégé, il faut travailler comme un fou. Voilà. Et avec le confinement et le télétravail, justement, ça n'a pas augmenté la charge? Oui. Parce que tous ceux qui sont en télétravail ont tendance à travailler plus encore. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait des études là-dessus sur les conséquences du télétravail, mais ce sera une autre question. Oui. Il y a eu une augmentation de la productivité, mais il y a une énorme souffrance en particulier pour les femmes, et ça pose toute la question de la position de la femme dans la société, mais c'est une autre question. Mais finalement, ce que tu dis, c'est work alcoolique, c'est un risque en soi, en plus différent du stress, différent du fauteuil, différent du tabac, différent. C'est en plus, c'est autre chose. Oui, alors il y a une diapo qui a glissé, qui était une conclusion d'une chercheuse qui a écrit un bouquin chez Duno sur toute la souffrance au travail, qui dit bien, en fait, le workaholisme, il ne faut pas limiter ça au problème addictif. C'est un problème complexe avec de multiples facteurs, et c'est vraiment une addiction qui est vraiment très très particulière et qu'il faut différencier du burn-out. C'est autre chose, et c'est pour ça que c'est difficile. C'est vraiment, mais ça va s'ajouter. Ça s'ajoute. Au même titre que la sédentarité, c'est pas pareil que le manque d'activité physique. Tout à fait. C'est deux risques différents. C'est deux choses différentes. C'est deux qui se surajoutent. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas bien, je n'ai pas insisté, mais je n'ai pas trouvé beaucoup, c'est comment on passe, parce que Spencer Robbins dit c'est workaholic avec les gens qui sont plus heureux de bosser trop. Il y a peu d'études sur à quel moment et comment on passe. Mais c'est un peu comme dans le burn-out, à un moment, on a trop tiré sur la ficelle, et puis on passe du côté troubles et souffrance psychologique. Parce que tu fais bien une différence entre ceux qui sont finalement satisfaits et ceux qui sont insatisfaits. Oui. Et enfin bon, il y a quand même une grosse différence. Oui, bien sûr. Il y a un moment où, je veux dire, c'est comme l'addiction. Je veux dire, il y a des gens, ils fument leurs cigarettes parce que bon, il faut mettre de la dopamine dans le circuit de la récompense, et puis quand ils ont fumé, ils disent non mais qu'est-ce que je suis stupide, je suis bête, c'est pas possible. Et ils sont pas heureux de fumer. Et on peut très bien on n'est pas obligé d'être heureux, on n'est pas heureux en étant addictif. Il y a quand même toujours la notion de plaisir avec le tabac. Momentané. Momentané. Enfin, au démarrage, en tout cas, momentané. Le travail, il y a toujours la notion, enfin, je sais pas, il y a la notion de plaisir, il y a un moment donné, il y a trop, c'est trop. Le fauteuil aussi. Et le fauteuil, oui. Juste, est-ce que tu as vu s'il y a des études sur les pays qui ont pris de grandes résolutions? D'ailleurs, on devrait peut-être glorifier et donner une grande médaille à Martine Aubry pour la semaine des 35 heures. Les pays qui sont à 32 heures, etc., dans le nord de l'Europe, parce qu'il y a moins de cette pathologie Je n'ai pas vu. Tu n'as pas regardé ça? Et le droit à la déconnexion des portables? Oui, alors ça aussi, c'est aussi dans le télétravail, droit à la déconnexion, alors qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait respecté. Sonia, un petit message pour toi. Oui. Très bien. Voilà, on va remercier les intervenants. Merci. Et puis merci pour cette... Merci. Merci à vous.